sexiste, homophobe, tout ça, effectivement, ça montre que l'école ne fonctionne pas comme souhaite que fonctionne la société. Et il va falloir mettre en place des outils dans les écoles pour le faire. Il faut qu'on comprenne ensemble, peut-être pour savoir et pour évacuer, parce que moi j'ai passé à peu près la moitié de ma carrière à utiliser le mot harcèlement pour rendre compte d'un phénomène. Et je passe la deuxième moitié de ma carrière à essayer de dire stop, n'utilisez plus ce mot de manière excessive, parce que finalement, ça finit par être contre-productif pour l'enfant. Il faut comprendre que la définition juridique du harcèlement, elle ne tient pas la distance. Je vais devoir vous utiliser pour expliquer comment ça fonctionne. Je vais venir vous bousculer. On va faire semblant, hein. Je vais faire comme si je venais vous bousculer toutes les 3 minutes de manière répétitive et de manière intentionnelle. J'ai vraiment l'intention de vous bousculer. Est-ce que je suis un harceleur, selon vous ? Répétitif, nuisible, intentionnel. Normalement, oui. Alors, je dirais juridiquement, oui. Mais en réalité, pas. Je suis ce qu'on appelle communément un emmerdeur. Et madame va très vite me le dire, elle va me dire d'arrêter, parce que effectivement, si c'était ça, la situation qu'on appelle le harcèlement, on en viendrait à bout très facilement. Si madame n'a pas la force de me dire d'arrêter, vous allez le faire à sa place ou quelqu'un d'autre le fera. Maintenant, on va imaginer que chaque fois que je vous bouscule, je regarde la personne qui est à côté et on sourit de manière connivente. Là, je deviens harceleur parce que je vais figer les rôles dominant, dominé et ceux qu'on appelle les spectateurs, c'est-à-dire ceux qui agissent en regardant. Il n'y a pas de témoin dans le harcèlement. On est obligatoirement agissant et il faut savoir que beaucoup d'enfants souffrent de ne pas pouvoir réagir alors qu'ils voient des choses qui ne leur plaisent pas. Et ce qu'il va falloir mettre en place dans les écoles, c'est des espaces, des endroits de parole où ce type d'enfant ose réagir parce qu'il y a l'endroit pour le faire. Il ne faut pas que cet enfant ait l'impression qu'il doit devenir un héros pour réagir. Il faut juste qu'on ait mis en place des structures où tout le monde peut réagir dans la classe parce que simplement, cette situation de prise de pouvoir, elle se manifeste dans toutes les classes. Quand vous déposez votre enfant à l'école, vous devez savoir que vous le déposez dans ce qu'on appelle un groupe humain contraint. Alors, vous n'êtes pas un groupe humain contraint. Ce soir, il ne va rien se passer de problématique. Je suppose que vous êtes venu librement et à la fin de la séance, tout le monde va se séparer. Donc, il ne va rien se passer de négatif. On va imaginer que vous devenez un groupe humain contraint, c'est-à-dire qu'on dit stop, vous allez devoir rester ici, et longtemps. Comme on le fait dans une émission de télé-réalité, par exemple, où tout le monde reste à l'intérieur d'un territoire, donc un espace fermé, et on leur dit, vous allez devoir rester longtemps. C'est le cas aussi d'une classe, c'est le cas d'une équipe d'enseignantes, c'est le cas des équipes professionnelles dans lesquelles vous agissez. Vous allez constater que dès qu'on met en place des êtres humains dans un espace humain, d'un espace fermé contraint, dans ce qu'on appelle un territoire, c'est toujours les mêmes phénomènes qu'on voit. Dans un premier temps, euphorie communautaire. Qu'est-ce que c'est chouette d'être ensemble. Vous les voyez dans un loft, dans un château, en début d'année, tout le monde est content, hein, les enfants sont contents d'être à l'intérieur du groupe, les équipes d'enseignantes, si vous interrogez un enseignant en début d'année, il va vous dire on a un bel esprit d'équipe, et il va rajouter je pense que j'ai une bonne classe. Dans vos équipes professionnelles, ça se passe aussi probablement comme ça, en début d'année, ça va, on a eu les vacances, on a remis tout à zéro, ça se passe bien, c'est ce qu'on appelle l'euphorie communautaire, ça ne dure pas. On appelle cette saison la basse saison du harcèlement, sauf cette année en France, parce que vous avez créé une forme d'ultra-sensibilité. Mais en règle générale, en tout début d'année, on n'a pas de phénomène de harcèlement qui se manifeste. Ça commence à partir de la mi-octobre. Vous allez constater, c'est le même mécanisme qu'on voit dans les émissions de télé-réalité. Après un petit temps de vie ensemble, il ne faut pas les pousser dans le dos pour qu'ils fassent des nominations, hein. Ils le font spontanément. Il ne faut pas pousser les gens dans le dos pour qu'ils parlent sur le dos les uns des autres, hein. Vous le faites certainement dans votre espace professionnel. Les enseignants qui sont des professionnels comme les autres le font aussi. Ne me dites pas que vous ne faites pas parler sur le dos de temps en temps des autres. On le fait tous. Et d'ailleurs, si vous ne le faites pas, faites-le. Parce que c'est comme ça qu'on maintient l'euphorie communautaire. Quand on dit si un tel n'était pas là, on serait quand même mieux. Si une telle disparaissait au moins temporairement, on vivrait plus sereinement. On le fait tous. Et dans les classes, on va voir les premières tensions. En maternelle, ça prend la forme de bousculade. C'est toujours les mêmes qui bousculent, toujours les mêmes. Plus l'enfant grandit, plus ça prend des formes identitaires. On ne veut pas jouer avec toi parce que tu n'es pas beau, parce que tu es roux, parce que tu sens mauvais. On a les premières mises à l'écart.
Sauf quand on utilise le mot harcèlement comme un mot bélier. À ce moment-là, généralement, les parents ne parlent pas de harcèlement, mais disent « mon enfant a des difficultés d'intégration. Ça ne se passe pas très bien, il ne trouve pas sa place dans le groupe, il ne va pas à l'école avec plaisir, il est triste, il vit des choses compliquées ». Et il faut pouvoir intervenir déjà à ce moment-là. Il ne faut pas attendre que les phénomènes deviennent réellement des phénomènes de harcèlement. C'est un petit peu le problème que vous avez en France avec ce focus mis sur le harcèlement, avec des confusions, harcèlement, homophobie, il y a un gros mélange qui est fait. On a l'impression qu'il faut attendre que la situation soit complètement détériorée pour équiper les écoles, pour pouvoir réagir. On doit pouvoir, et on verra d'ailleurs que c'est une des stratégies qui est la plus utile pour les parents, pouvoir communiquer les émotions vécues par son enfant. C'est beaucoup plus efficace de dire « mon enfant est triste, mon enfant est en colère, mon enfant a peur », plutôt que de venir en disant « mon enfant est harcelé, vous devez faire ceci ». Mon enfant est triste, il y a peut-être moyen de faire des choses parce qu'il y a des outils qui existent qu'on peut mettre en place dans les écoles. Parce qu'à partir du mois de janvier, on est actuellement dedans, on va voir se mettre en place les véritables situations de harcèlement. C'est-à-dire qu'en gros, si vous regardez la configuration d'une classe actuellement, vous avez des sous-groupes, des couples et des groupes qui sont constitués. Et vous allez constater très très vite comment fonctionnent les sous-groupes, les couples et les groupes. On a tendance à l'intérieur à critiquer ceux qui sont à l'extérieur pour renforcer les liens du groupe, du sous-groupe ou du couple. Faites l'exercice, ou plutôt ne le faites pas parce que vous allez m'en vouloir énormément. Mais imaginez, vous rentrez chez vous et vous décidez avec votre conjoint qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne critiquez plus personne et vous ne vous moquez plus de qui que ce soit. Je vous promets que dans les 3 semaines, vous devrez consulter parce qu'il y aura trop de tensions dans votre couple et que les liens ne seront pas solidifiés. C'est un phénomène naturel chez l'être humain. Il solidifie ses liens et il se débarrasse de l'agressivité en critiquant les autres, en se moquant des autres, etc. Et donc, c'est important de savoir effectivement qu'à cette période-ci, ceux qui ont été isolés, ceux qui ont été un peu mis à l'écart, ils sont l'objet d'agressions plus systématiques et on a ce qu'on appelle la haute saison du harcèlement qui va s'arrêter en mai, où on va de nouveau avoir une basse saison, moyenne saison, haute saison, rebasse saison. Alors vous allez me dire, il n'y a qu'à attendre alors, hein. Chaque année on fait le gros dos, on attend que ça s'arrête. Vous savez comme moi, hein, en Belgique comme en France, on a aussi des mouvements saisonniers et c'est catastrophique parce que vous avez des personnes qui, dès qu'on montre les premiers beaux jours, hein, comme c'est le cas actuellement, des personnes qui vont vous dire, mais de toute façon, il va bientôt pleuvoir. Et puis ce sera bientôt l'hiver et ils ne récupèrent plus. C'est le cas des enfants. Quand ils reviennent systématiquement, après avoir vécu une année difficile, qu'ils sentent que l'année d'après, il y a de nouveau des difficultés, à peu près au même moment, du même ordre. C'est le cas aussi des enseignants. C'est pour ça qu'il ne faut pas les pousser dans le dos. Vous savez, quand on a des rencontres, comme j'ai eu l'occasion d'avoir cet après-midi, les écoles sont demandeuses d'outils, pour une raison très simple. C'est que les enseignants, ils ont une caractéristique qu'ils partagent tous les uns avec les autres, c'est que ce sont des anciens élèves. Ils ont tous vécu dans l'école. Songez un petit peu à vos souvenirs d'école, à vous, en tant qu'élève. Vous avez toujours, à un moment ou l'autre, rencontré de la souffrance, soit parce que vous avez pleuré vous-même, soit parce que vous avez fait pleurer quelqu'un, soit parce que vous avez vu quelqu'un pleurer. Et on a tous été confrontés à ces formes de souffrance, et l'enseignant aussi. Donc il sait très bien que ce n'est pas le pays des bisounours, sa classe. Il sait qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, il sait qu'il y a des enfants qui souffrent, et il fait de la pédagogie, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il peut. Il couvre du chaos, et il attend tous les ans. J'espère qu'il n'y aura pas d'incident cette année. Ouf, ça a été. Et puis ça recommence l'année d'après, et ça c'est épuisant, ça crée ce qu'on appelle l'usure de compassion. C'est pour ça qu'ils sont très demandeurs d'outils, mais d'outils concrets, qui leur dit voilà comment vous devez faire quand il y a une difficulté au sein de la classe, quand par exemple il y a un enfant qui manifeste une difficulté émotionnelle. Parce qu'il y en aura toujours. Plus vous avez une école démocratique, le seul endroit où on ne voit pas de harcèlement, c'est les dictatures, parce que le pouvoir il est centralisé et que les groupes n'ont pas la force de se constituer et de manifester des jeux de pouvoir. Dès que vous avez de la démocratie, vous avez des jeux de pouvoir. Vous avez des enfants qui prennent le pouvoir et vous avez des enfants qui subissent, effectivement, par exemple, les moqueries d'un enfant populaire, celui qui arrive à se moquer des autres, qui fait rire tout le monde. Je prends souvent l'exemple d'un personnage, par exemple, très populaire, le Dr House. Vous connaissez le Dr House? Qui est-ce qui aime bien le Dr House ici? Vous? Oui, vous. Alors, vous aimez le Dr House? C'est un mâle dominant, d'accord.
vous avez envie de lui ressembler, sans doute. Hein, les hommes ont envie de lui ressembler et les femmes le trouvent très séduisant. C'est généralement la mécanique qu'on retrouve. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un salaud? Oui, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que lorsque je vous parle de Dr House, parce qu'effectivement, il est séduisant et les hommes ont envie de lui ressembler, donc vous souriez, comme les femmes sourient aussi à l'évocation d'un homme séduisant. Et si je vous fais remarquer que c'est un salaud, vous souriez encore plus. C'est le principe de la séduction chez les dominants. C'est-à-dire, à un moment donné, plus vous en faites, plus vous gagnez en capital de séduction. Plus vous vous moquez, plus vous faites rire, plus vous allez être poussé par les autres à en faire encore plus. Et quand vous avez des spectateurs qui grossissent, comme c'est le cas sur les réseaux sociaux, alors on va évidemment parler des réseaux sociaux, parce que c'est la vraie problématique. Vous dire on va faire quelque chose pour le harcèlement, et le cyberharcèlement, on verra plus tard, ça n'a aucun sens. Le cyberharcèlement, il est quasi systématique. Juste pour savoir, qui a un enfant né en 2013 ou après? Voilà, alors vous avez un enfant qui fait partie d'une génération qu'on appelle la génération de verre. C'est une génération inédite. C'est la première génération qui vient au monde dans un monde qui n'a pas connu le monde sans les réseaux sociaux. Ça veut dire que pour eux, c'est tout à fait naturel d'être sur les réseaux sociaux. Certains ont même eu une vie numérique avant leur vie physique, parce que les parents ont envoyé la photo de l'échographie pour annoncer la naissance, et donc ils étaient sur les réseaux sociaux avant même de venir au monde. Et si vous avez, à un moment donné, pratiqué ce qu'on appelle le sharenting, alors ne vous culpabilisez pas, hein, c'est normal. On est dans un monde qui fonctionne comme ça. On diffuse des images de nos enfants sur les réseaux sociaux et on ne leur demande pas leur autorisation. Et donc pour eux, être transparent, c'est normal. Papa et maman, quand ils vont au restaurant, ils font une photo de ce qu'ils mangent et ils envoient la photo sur les réseaux sociaux. Il faut chercher la mécanique qu'il y a derrière ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est quelque chose de tout à fait nouveau qui semble naturel à tout le monde. Le petit moteur interne, c'est qu'on a envie de faire envie aux autres. En gros, et c'est pour ça que l'envie, attention, c'est quelque chose de très dangereux. C'est quelque chose de très dangereux, notamment dans le cyberharcèlement. C'est le seul constant qu'on a retrouvé, parce que c'est ça qui fait peur aux parents. Lorsqu'il y a une situation de cyberharcèlement qui produit une forme de désespoir tel que l'adolescent ou l'adolescente fait une tentative de suicide, ce qu'on perçoit effectivement, c'est qu'il n'y a aucun signe avant-coureur, rien. Moi, j'ai un poster dans mon bureau avec l'ensemble des jeunes filles, des jeunes garçons qui se sont donné la mort suite à un problème de cyberharcèlement. Il y a une constante par rapport à tous ces visages, c'est que ce sont de très belles jeunes filles, de très beaux jeunes garçons. Pas du tout ce qu'on imagine parfois en disant ce sont des enfants un peu différents, atypiques, qui ont des troubles de développement. Pas du tout. Ce sont des jeunes filles superbes, des jeunes garçons magnifiques qui avaient absolument tout pour eux. Petits copains, petites copines, tout allait bien, une intégration scolaire magnifique, et puis une imprudence numérique. Et la meute, effectivement, qui a vécu l'envie, c'est très pervers, hein. La meute va vous déchiqueter si vous manifestez une faiblesse alors que vous avez suscité l'envie des autres. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a affaire à des jeunes garçons, des jeunes filles qui ne sont pas du tout outillés pour lutter contre ça et qui se trouvent complètement massacrés par une meute qui ne manifeste aucun indice de pitié parce qu'ils sont stimulés par cette envie qui, à un moment donné, il faut savoir que dans un cerveau humain, ce sont les mêmes neurones qui produisent l'empathie, hein, ce sont les neurones miroirs qui produisent l'envie. Eh bien, ça stimule des zones cérébrales qui sont proches de la torture. Quand on fait envie à quelqu'un, on le torture, au sens plein du terme, et donc évidemment que le ressentiment est très fort. Tout ça pour expliquer qu'on ne voit rien. Ne cherchez pas des indices de harcèlement. J'étais récemment sur un plateau de TV sur BFM, et le journaliste demande à quoi est-ce qu'on voit qu'un enfant est harcelé ou cyberharcelé. Il y avait une personne qui était à côté de moi, qui se présentait comme spécialiste du harcèlement, qui dit les maux de ventre. Non, hein. Les maux de ventre, c'est un symptôme de gastro-entérite. Beaucoup plus probablement qu'un symptôme de harcèlement. Il n'y a pas de lien direct entre les maux de ventre et le harcèlement. Vous avez énormément de situations qui sont vécues comme des situations désespérantes, sans qu'il y ait une manifestation somatique. Et vous avez des manifestations somatiques qui n'ont absolument rien à voir avec des situations d'intégration dans le groupe. Donc il faut se méfier de ce qui apparaît comme un tueur silencieux. On ne voit rien et on n'entend rien. Parce qu'une des constantes aussi, c'est que ces enfants ne parlent pas. Il n'y a que 6,7% des enfants qui parlent de ce qu'ils subissent à l'école quand c'est vécu par eux comme étant très difficile.
pour une raison très simple qu'on appelle la délicatesse paradoxale. On a des enfants qui nous ménagent, qui passent beaucoup, beaucoup de temps à nous ménager. Et souvenez-vous des premières questions que vous avez posées à vos enfants quand ils revenaient de l'école, au tout début de leur scolarité. Ça a été parce qu'on attend un oui. Et l'enfant perçoit très, très vite que tout ce qui n'est pas oui, ça pose des problèmes à papa et maman. Et donc, il s'habitue très vite à dire oui. J'avais un petit garçon qui était en consultation qui me disait, moi, quand maman me demande si ça va, il vivait un harcèlement vraiment épouvantable. Et il disait, je réponds comme d'hab. Comme ça, je ne lui mens pas. Mais en fait, c'était l'enfer comme d'hab. Je ne lui dis pas que c'est l'enfer, comme ça, je ne lui fais pas de la peine. Mais en même temps, je ne lui mens pas, je lui dis comme d'hab. Et donc, vous avez effectivement des stratégies de l'enfant pour ne pas dire les choses, y compris dans les situations tragiques, dramatiques. Quand j'ai eu l'opportunité d'avoir le courrier, parce que les enfants qui mettent fin à leur jour l'expliquent, généralement dans un courrier qui est toujours libellé de la même façon. Papa et maman, je vais faire quelque chose qui va vous désespérer. Je sais bien, mais il ne faut pas m'en vouloir, je n'ai plus la force de vivre. Et ils suivent en disant, je ne vous ai rien dit de ce que je vivais parce que je ne voulais pas vous faire de la peine. Vous imaginez, c'est pour ça qu'on parle de délicatesse paradoxale. Ils savent qu'ils vont désespérer leurs parents, mais ils n'ont rien dit parce qu'ils ne voulaient pas faire de la peine à leurs parents. Et donc c'est important. Première chose qu'un parent doit pouvoir entendre, c'est ça ne va pas. Et c'est sérieux, évidemment, mais ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas grave. On sait qu'on pourra réagir. C'est pour ça qu'on outille les écoles, pour que les parents puissent dire « Ne t'inquiète pas, ce n'est plus ton problème, c'est notre souci d'adulte. On va se mettre en accord avec l'école. Pas on va aller avec un bélier ouvrir la porte de l'école pour les obliger à réagir. On va se mettre d'accord avec l'école pour trouver des solutions à ce que tu es en train de vivre. Et on va les trouver, ces solutions, que ce soit du harcèlement sur les réseaux sociaux ou des situations difficiles à vivre au sein du groupe parce que, par exemple, tu as l'impression qu'on se moque de toi. Parce que, par exemple, tu n'es pas invité aux anniversaires. Ce n'est pas la faute de l'école, ça, quand même, hein, quand un enfant n'est pas invité à un anniversaire alors que tous les autres le sont. Ça se passe dans toutes les classes, dans toutes les écoles. On trouve ce genre de phénomène-là. Ce n'est pas non plus de la faute des parents. Qui serais-je pour vous dire vous devez obliger vous invitez tout le monde ou vous n'invitez personne. Mais aucune école n'a le droit de le faire. Donc ça veut dire qu'effectivement, des secousses émotionnelles, il faut anticiper, il y en aura. C'est normal, que ce soit à l'école ou dans la famille, les enfants vivent des moments où ils sont tristes, des moments où ils ont peur, des moments où ils sont en colère, et même des moments où ils sont dégoûtés. J'espère aussi des moments où ils sont contents. Donc les 5 émotions, ils vont de toute façon les vivre. Quand on vous vend un projet bien-être à l'école, oubliez. L'école n'est pas un lieu de bien-être, pas plus que la famille d'ailleurs. On vit avec toutes les émotions. Si on vous dit l'enfant va être content tout le temps, c'est pas possible. Et donc il faut pouvoir dire c'est normal qu'on vive ces moments-là. Ce qui est beaucoup plus problématique, parce que c'est le principe d'une émotion chez un être humain, c'est qu'elle ne reste pas toujours une émotion. Elle devient parfois ce qu'on appelle un état d'âme. Je suis triste parce qu'on ne m'a pas invité aux anniversaires. Mais pourquoi est-ce qu'on ne m'invite pas? C'est peut-être que je suis trop ceci, c'est peut-être parce que je suis trop cela. Et là, l'émotion commence à creuser l'estime de soi, parce qu'on se pose des mauvaises questions à partir des secousses émotionnelles que l'on reçoit. C'est ce qui fait la différence entre un être humain et un animal. L'être humain transforme très vite en état d'âme ce qu'il vit sur le plan émotionnel. Et donc une école qui est équipée pour le faire peut dire « Ok, il va vivre les émotions, votre enfant, mais on va éviter qu'il se pose les mauvaises questions. » Parce que l'estime de soi, c'est un socle indispensable pour son développement. Et donc on va mettre en place des stratégies pour éviter dans la moindre mesure, il puisse se poser des mauvaises questions, mais surtout pour interdire qu'à un moment donné, ces états d'âme deviennent des sentiments, c'est-à-dire des visions du monde qui vous rendent ce monde tout à fait invivable. C'est le principe même de l'émotion chez un être humain, c'est que c'est comme un immeuble à 3 étages. Au rez-de-chaussée, l'émotion, premier étage, l'état d'âme, 3e étage, le sentiment. Pour le comprendre, il suffit de se souvenir, en Belgique comme en France, on a connu une vague d'attentats et on a vu des t-shirts complètement débiles sortir. Même pas peur, souvenez-vous. Si vous avez des bombes dans votre environnement, si vous n'avez pas peur, c'est même pas que vous n'êtes pas humain, c'est juste que vous n'êtes pas vivant. N'importe quel être vivant a peur quand son intégrité physique est menacée. Et donc, même pas peur, ça n'avait pas de sens du tout de le dire. Même pas inquiet aurait supposé que vous n'avez pas de cortex. Vous n'êtes pas en mesure de vous poser des questions dans un monde où des bombes peuvent exploser partout. Ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Par contre, même pas terrorisé avait du sens. Je ne suis pas rendu impuissant à vivre.
dans un monde dans lequel les bombes sont susceptibles d'exploser partout. Les terroristes ne s'y trompent pas, ils ne vivent pas à vous faire peur, ils ne vivent pas à vous inquiéter, ils visent à vous terroriser, donc à vous rendre le monde invivable parce que les bombes sont susceptibles d'exploser partout. C'est la mécanique du harcèlement, c'est la même. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement d'avoir peur, ce n'est pas seulement d'être inquiet, c'est d'être terrorisé. C'est pour ça d'ailleurs qu'en tant que parent, surtout, ayez le réflexe de ne jamais demander à votre enfant de vous dire objectivement qu'est-ce qu'ils te font. Parce qu'en fait, tu as peur, mais ils ne te font pas grand-chose. C'est le principe même du harcèlement. Beaucoup plus d'enfants vivent des situations de harcèlement liées à ce qu'ils craignent de vivre qu'à ce qu'ils vivent effectivement. Parce que tout le talent du harceleur, ça va être de vous faire de temps en temps des petites bricoles très difficiles à vivre, mais de vous dire, tu verras un jour, on va faire quelque chose que tu n'es même pas capable d'imaginer, et là, on va vous maintenir sous terreur en permanence. Et donc, l'enquête sur le harcèlement, c'est pour ça que là, le modèle que vous développez actuellement en France, il va dans le mur complètement. Des enquêtes objectives pour vérifier harcèlement ou pas, des procédures de signalement. On va pêcher dans le monde juridique, quelque chose qui ne fonctionne déjà pas dans le monde juridique, pour essayer de l'appliquer d'un point de vue scolaire. Il faut surtout comprendre la mécanique du harcèlement dans les jeux de pouvoir lorsque ça génère des émotions difficiles à vivre pour l'enfant et une impuissance à réagir par rapport à ces émotions. Vous êtes blonde, je vais donc devoir vous utiliser pour montrer comment ça fonctionne, l'impuissance à réagir. Je suis un homme, je vais vous faire des blagues sur les blondes. Mais comme je suis un homme, je ne suis pas très courageux, je ne vais jamais le faire en face à face. Je suppose que vous n'avez jamais ou exceptionnellement rencontré des hommes qui faisaient des blagues sur les blondes dans une relation interpersonnelle. Parce que si vous ne riez pas, je vais me retrouver avec ma blague stupide sur les bras. Et si vous me faites remarquer que je ne suis pas drôle, c'est comme si vous mettiez une enclume dans les mains. Je vais donc utiliser d'autres hommes, et j'espère qu'ils vont être bon public, et qu'à chacune de mes blagues sur les blondes, ils vont se mettre à rire bêtement. Et vous allez vite être coupable 3 fois. Coupable d'être blonde, d'être supposée bête parce que blonde, et si vous ne riez pas, on va dire c'est parce qu'elle est blonde, elle ne comprend pas, et donc, ou elle n'a pas d'humour, et vous allez être enfermé. C'est le principe même de l'impuissance à réagir qui fait que l'enfant qui est soumis à ce type d'agression, l'enfant dont on se moque, qui ne rit pas parce qu'effectivement il souffre, et à qui on reproche soit d'être sensible, soit de ne pas savoir rigoler, soit de manquer d'humour, c'est l'enfant qui est mis dans cette posture-là, c'est-à-dire que ceux qui ont pris le pouvoir l'empêchent de réagir. Et là, il faut absolument, en tant que parent, avoir un réflexe qui est de ne pas demander à l'enfant de réagir par lui-même. Il faut savoir que notre cerveau, il est construit pour qu'on s'écrase, en réalité, parce que son seul but, c'est notre survie. Le cerveau, il ne se préoccupe pas de savoir comment s'opposer à l'autre, si l'autre est plus costaud ou s'ils sont plus nombreux. Le cerveau, il dit, surtout, il faut que tu réchappes de là. Donc, baisse ta tête, rougis. Mais si vous avez expliqué... Comment ? Sauf si vous avez une estime de vous-même suffisamment stable que pour ne pas vous sentir menacé. Si vous avez une estime de vous-même suffisamment forte pour dire « mon cerveau ne se sent pas menacé, donc je vais aller chercher » et vous aurez ce qu'on appelle l'esprit de répartie. Si pas, vous allez vous retrouver dans une situation comme celle-là et puis vous allez me dire 3 heures, 3 jours ou 3 mois après, j'aurais dû lui dire ça. Pourquoi je n'ai pas dit ça ? Et vous allez peut-être même en déduire que finalement vous êtes harcelé, c'est normal. Il y a des raisons qui expliqueraient ce harcèlement et en plus vous n'êtes même pas foutu de vous en sortir. Et vous avez effectivement, et c'est pour ça que je le dis souvent aux parents, parce qu'il y a beaucoup de conseils entre guillemets qui sont donnés aux parents. Apprenez à votre enfant à répondre du tac au tac, à utiliser un contre-humour par rapport à l'humour que vous subissez. Si vous subissez de l'humour par rapport à des personnes qui se moquent de vous et que vous êtes en situation de dominer par rapport à eux, n'essayez pas l'humour. Hein. Ils vont vous sortir des trucs du style « t'as avalé un clown, tu crois que t'es drôle en plus ?» Et ça va très vite se retourner sur vous. Et en plus, ce que vous allez être en mesure de faire dans des conditions sécurisantes, c'est-à-dire dans le bureau d'un psy ou avec papa et maman, va se bloquer complètement dans une situation réelle. C'est pour ça qu'il faut pouvoir dire à un enfant « toi, on n'attend rien de toi. C'est à nous, adultes, à agir. On doit mettre en place les choses pour que tu puisses exprimer ton émotion dans un climat de classe qui est capable de le recevoir. » Mais on va devoir le construire parce que spontanément, ce n'est pas possible pour un enfant d'aller expliquer ce qu'il est en train de vivre. Par exemple,
l'idée qu'on se moque de lui. On en parlait cet après-midi avec les directeurs d'école. Les critères qui vous permettent de dire ça c'est de la moquerie, ça c'est de l'humour. Ce sont lesquels? Comment vous déterminez la différence entre humour et moquerie? J'aime beaucoup votre définition. La moquerie peut être très drôle. Hein. On va vous dire justement. Comment? Moi, je peux vous dire que certains moqueurs peuvent être irrésistibles. Et vous en avez des spécimens en France hors normes qui peuvent être très drôles, mais qui vont banaliser la moquerie. Vous en avez même énormément, qui souvent d'ailleurs sont eux-mêmes dans des postures de dominants. Certains ne sont pas drôles, hein, mais vont caricaturer cette posture-là. Si vous avez un type qui s'autorise toutes les vannes du monde, ses chroniqueurs qui sont à plat ventre devant lui, et la France entière qui le regarde en le trouvant effectivement très puissant, ayant beaucoup de pouvoir, beaucoup de l'autorité, eh ben vous êtes en train de véhiculer un modèle qui permet à ceux qui ont le pouvoir, la puissance et l'autorité de tout se permettre. Et vous avez énormément d'enfants, d'adolescents qui disent « mais je me moque parce que je suis marrant ». Et eux ont l'impression d'être marrants. Vous avez raison, c'est pas drôle, hein, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais eux ont le sentiment de l'être. Demandez un peu à Cyril Hanouna s'il se trouve drôle. Il va vous dire oui, je suis irrésistible. Comment? Mais oui, évidemment, je n'ai pas cherché à le cacher, mais c'est le prototype d'effectivement de personnages qui vont véhiculer cette idée que l'humour et la moquerie peut tout permettre au nom du fait qu'on rit. Il faut le comprendre que c'est lié à un mot qui a été galvaudé, le mot rire, ce qu'on appelle le risus chez les latins, qui ont mis en un seul mot ce que les Grecs avaient mis en deux mots. Et ils ne l'avaient pas mis en deux mots par hasard. Hein. Les Grecs avaient le ghélan et le kataghélan. Le ghélan, c'est le rire positif. Le kataghélan, c'est le rire négatif. Le ghélan se produit dans des contextes sécurisants, créateurs de liens bienveillants et des contextes ludiques. C'est un rire qui vient du gazouillis des petits singes, des petits rats. Il y a plein d'animaux qui rient, mais uniquement les petits. Les adultes ne rient pas. Chez les animaux, c'est uniquement les petits. Et c'est uniquement dans ces contextes sécurisants, créateurs de liens bienveillants et ludiques. C'est le rire que vous pouvez provoquer chez quelqu'un, que vous pouvez ressentir si vous chatouillez quelqu'un ou si vous vous laissez chatouiller. Mais imaginez que vous sortez d'ici et quelqu'un que vous n'avez jamais vu vient vous chatouiller. Vous n'aurez jamais envie de rire. Votre corps va refuser de rire parce qu'il faut un contexte sécurisant. On ne rit d'être chatouillé que par des gens qu'on connaît très très bien. Imaginez, vous êtes en pleine scène de ménage, scène conjugale un peu hard, ça crie très fort, et votre conjoint, il vient l'idée saugrenue de vous chatouiller. Vous n'allez pas non plus rire parce que le contexte doit être ludique. Vous allez renvoyer à ces chères études en disant c'est pas le quart d'heure d'essayer de rigoler, on va d'abord régler le problème qu'on a. Il faut un contexte ludique. Et si vous voulez voir à quel point c'est relationnel bienveillant, attendez de rentrer chez vous, mettez-vous devant un miroir et pratiquez ce qu'on appelle l'auto-chatouillement. Donc vous chatouillez vous-même. Si vous riez, allez consulter. C'est que vous n'êtes pas bien parce que l'auto-chatouillement ne provoque pas de rire. On ne rit que de chatouiller quelqu'un dans une relation bienveillante. Donc évidemment que ce rire-là, aucun problème. Mais la confusion avec le kataghélan, qui lui est le rire mauvais, qui est un rire qui ne vient pas du gazouillis des petits singes jeunes, mais du rictus menaçant des singes adultes. Très facile de l'observer. Si vous allez dans un zoo, faites comme si vous envoyiez votre poing en direction d'un chimpanzé. Vous allez voir, il va retrousser ses lèvres et il va montrer ses dents. Les gens qui ne connaissent pas les chimpanzés, ils disent « Regarde, il rigole ». En fait, il ne rigole pas. Il défend son territoire et éventuellement, il attaque le vôtre. Si vous n'avez pas le temps d'aller dans un zoo, vous prenez votre ordinateur, vous tapez Donald Trump. Vous allez voir, il a le rictus menaçant des singes adultes. Il a la lèvre retroussée, son regard acéré, son menton figé. Et vous allez constater ce qui fait souffrir effectivement dans la moquerie, c'est que si vous partagez la cible et l'agressivité de Donald Trump par rapport à sa cible, c'est-à-dire en gros, si vous détestez les Mexicains et tout ce qui n'est pas américain, vous allez trouver Donald Trump très très drôle. Les partisans de Trump le trouvent irrésistible. Si vous ne partagez pas ces cibles, non seulement vous n'allez pas le trouver drôle, mais vous allez le trouver agaçant. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent rire de lui quand on ne partage pas ses cibles. C'est ce qui explique que si on se moque de quelqu'un et que vous avez un rire collectif qui se constitue,
celui qui est la cible de ce rire, il sent bien que c'est une agressivité de masse. Et si vous faites ça sur les réseaux sociaux, évidemment que c'est décuplé parce que vous avez un nombre important de personnes qui vont installer le sarcasme qui brise, l'ironie qui met à distance, la dérision qui rend tout petit. C'est tout ce qu'on fait dans nos sociétés quand on veut vous évacuer parce que vous avez pris le pouvoir. Et donc, il ne faut jamais oublier que le harcèlement, c'est de l'agressivité hiérarchique. Le but, c'est de prendre le pouvoir. Comme le Dr House qui prend le pouvoir à un moment donné dans un espace où il s'autorise tout. Alors, il peut le faire, ce n'est pas un problème parce qu'il est plus fort que la mort. Mais imaginez que tous ces patients meurent. Même ceux qui le trouvent drôle, ils le trouvent plus drôle en disant il est nul. Et c'est effectivement, beaucoup d'enfants s'autorisent à un moment donné des manières d'être qui leur manifestent cette autorité absolue, ce pouvoir démesuré et cette puissance sans limite qui est celle que l'on ressent quand on fait rire, par exemple, dans un groupe. Beaucoup d'enfants sont poussés par le groupe à manifester ces comportements-là. Et les réseaux sociaux, qui ne sont pas, il faut bien le comprendre quand on est parent, un réseau social, ce n'est pas un outil de communication, hein, ce n'est pas comme le téléphone. C'est un outil d'installation du prestige social. Le but, c'est d'exister aux yeux des autres, d'obtenir des likes, le plus de likes possible. Et donc, vous avez, si vous les obtenez en détruisant quelqu'un, tant mieux, hein, mais le tout, c'est d'avoir des likes. Et ça va pousser à un ensemble de comportements dans lequel, effectivement, c'est parfois très difficile de mettre ses limites, notamment lorsque l'exemple des adultes sur ce plan-là vous pousse, par exemple, à divulguer de plus en plus des parties intimes de vous-même. On le voit sur les réseaux sociaux. Je prends souvent cet exemple. Vous allez en vacances, vous montrez une photo de votre piscine pour montrer que vous êtes bien arrivé en vacances. Certains vont dire, mais je vais montrer mes jambes en même temps. Je vous promets que si vous montrez vos jambes, vous aurez plus de likes. C'est la récompense de ceux qui montrent des parties de leur corps. Parce que le but du jeu, c'est de vous encourager à montrer encore plus. Et les adolescents, sur TikTok notamment, sont dans cette logique. Il faut que je montre, il faut que je montre, il faut que je montre. Et puis à un moment donné, il y en a un qui fait un partage. Hop, sur l'espace public, ce qui était révélé dans un espace qui est l'entre-soi ou un espace intime. Et le lendemain, vous prenez le bus, vous avez le sentiment que tout le monde vous a vu sans vêtements dans le bus. Et c'est un sentiment aggravé parce que vous vous dites, non seulement tout le monde m'a vu, mais tout le monde sait que mes proches m'ont vu. Et là, vous êtes complètement anéanti. C'est ce qu'on appelle le flaming, c'est-à-dire incendié en une fois. C'est pour ça que l'idée de dire qu'il faut un comportement répétitif est complètement absurde. Alors évidemment que par rapport à tout ça, ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'on puisse écouter son enfant pour rapporter à l'école ce qu'il est en train de vivre. Alors, c'est important de pouvoir faire la part des choses entre deux manières de communiquer avec l'école. La première, mon enfant vit une émotion. Et il vit une émotion difficile et je voudrais que vous en teniez compte à l'école parce que c'est à l'intérieur du groupe dans lequel il vit. Je vous assure que quand on agit de cette manière-là, l'école écoute beaucoup mieux que quand on parle harcèlement. L'autre façon de communiquer, on le verra aussi, mon enfant, pour le moment, se sent sans qu'à un moment donné, il n'est pas protégé par des lois. On le frappe, on l'insulte de façon homophobe, ce n'est pas du tout la même chose. Là, vous êtes dans une loi qui n'est pas respectée et les lois de l'école, ce sont les mêmes que les lois de la société. Parce que les lois de l'école, ce sont les lois qui permettent à un moment donné de protéger des valeurs. Bon, quand j'étais jeune, on se traitait de petits pédés les uns les autres, ce n'était pas un problème. Il n'y avait pas effectivement de loi pour protéger l'identité de genre qui est devenue plus fluide et qui effectivement permet à chacun d'être plus ou moins une fille ou plus ou moins un garçon. À l'époque, c'était très binaire et on était dans ce registre effectivement dans lequel on n'avait pas besoin à l'époque d'une loi qui protégeait la valeur. Ici, il y en a une. L'école doit évidemment servir de courroie de transmission par rapport à ces valeurs-là. Et il faut pouvoir transmettre. Si c'est une loi qui est transgressée, il y a des outils pour faire en sorte effectivement qu'on rappelle que cette loi existe aux élèves qui se permettent de la transgresser. L'usage asocial des réseaux sociaux fait partie aussi des lois qu'on ne peut pas transgresser. On peut très bien imaginer, c'est ce qu'on a essayé d'imaginer avec les directeurs d'école cet après-midi, des écoles dans lesquelles on dit tout usage asocial des réseaux sociaux est interdit. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, mais pas de manière asociale. Il va falloir répondre à ces deux éléments qui sont les éléments par lesquels un parent transmet la souffrance de son enfant au niveau de l'école. Et là, il faut évidemment que l'école soit équipée. Moi, je ne connais pas d'écoles qui ne veulent pas réagir, mais je connais beaucoup d'écoles qui ne savent pas comment faire et
qui donc parfois essayent d'éviter de devoir agir parce qu'elles ne sont simplement pas outillées. Mais quand elles sont outillées, et je peux vous assurer qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, depuis qu'on a cet observatoire qui est un espace dans lequel on dépose tous les outils, les parents savent que l'observatoire existe et ils disent aux écoles, allez chercher l'outil qui vous convient. Vous êtes libre de prendre l'outil que vous voulez, mais allez chercher l'outil qui vous convient, parce que ne me dites pas, ça c'est une phrase qu'un parent ne doit jamais laisser dire à une école, on est démuni, on n'a pas d'outils. Les outils existent. On a fait l'effort de les transmettre sous forme de fiches outils. Moi, j'écris beaucoup de livres sur le harcèlement, mais on ne peut pas demander à des enseignants de lire des bouquins de 300 pages. Hein. Donc, mon éditeur m'a toujours dit, ils sont trop longs, fais des plus petits. Donc, j'ai fait des petits bouquins, une centaine de pages. C'est encore trop long. Ça, hein, quand vous avez fait 8 heures avec des enfants pendant une journée de boulot, vous n'avez pas envie de lire des bouquins de pédagogie. Et donc, on fait des fiches outils, 3 pages. Comment je fais pour mettre en place ce qu'on va mettre en place maintenant, un espace de parole régulé? Comment je fais pour mettre en place un conseil d'éducation qui permet de rappeler qu'il y a des lois et qui permet d'agir par rapport à ces lois? Et donc, on est dans quelque chose que tout enseignant peut mettre en place parce qu'il a l'outil pour le faire. Et comme les parents le savent, ils suggèrent simplement aux enseignants d'aller chercher un outil. On va en développer 2, il y en a d'autres, hein, mais on va développer les 2 principaux, notamment ce qu'on appelle les espaces de parole régulés. C'est ce qu'on a discuté cet après-midi pour les mettre en place. C'est quelque chose de tout simple et qui va accompagner. Alors, dans les écoles qui sont très bien outillées, on utilise d'ailleurs les mêmes émoticônes à l'école que ceux qu'on transmet aux parents. On leur dit, voilà, pour faciliter la façon de parler de vos enfants, autorisez-les à utiliser le soir quand ils rentrent tous les émoticônes. C'est pas ça a été ta journée. C'est quelles émotions tu as vécues, quelles sont les émotions principales, tu as été triste, tu as été en colère, tu as peur, etc. Et on va parler de ces émotions-là. Vous aurez une communication beaucoup plus authentique que comment ça a été, raconte-moi ta journée, simplement tu me dis, ça a été bien, ça a été content, triste, en colère. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, il y a un dessin animé qui le montre magnifiquement, c'est Vice-Versa. Regardez Vice-Versa, ça vaut tous les bouquins de psycho. Vous allez comprendre que le cerveau humain ne peut fonctionner qu'avec toutes les émotions. Et donc, l'enfant va devoir les vivre. Alors, il faut bien comprendre qu'une émotion, c'est en même temps un immeuble à 3 étages, on l'a expliqué, mais c'est aussi 3 guichets. Un premier guichet qui vous demande « qu'est-ce que tu ressens ?» Et il vous demande de choisir parmi ces différentes émotions en supposant, et c'est terriblement compliqué à faire pour un parent, c'est pour ça qu'il faut s'outiller pour le faire, parce que vous devez accepter l'émotion sans chercher à la rendre illégitime ou sans diminuer son intensité. C'est ce qu'on fait systématiquement avec nos proches. Si votre enfant dit qu'il est triste, c'est valable aussi pour votre conjoint, c'est valable aussi pour votre meilleur ami. Imaginez une scène, vous êtes avec votre meilleure amie et elle vous explique qu'elle est triste. Vous allez voir que dans les 3 minutes, vous êtes formaté pour lui dire « tu ne dois pas être triste, tu sais, ou tu ne dois pas être aussi triste que ça. Tu as plein de raisons d'être heureuse et les raisons de ta tristesse ne sont pas aussi graves que ce que tu imagines. » On réagit tous comme ça par rapport à nos proches, pas parce qu'on est malveillant, mais parce qu'on est proche. On craint la contagion émotionnelle. C'est pour ça qu'un professionnel qui, lui, ne craint pas la contagion émotionnelle, il va vous dire « vous êtes triste, vous avez bien raison, parce que vous avez vos raisons d'être triste. Dites-moi pourquoi vous êtes triste. » C'est comme ça qu'on contient une émotion. Par rapport à son enfant, c'est une posture difficile à tenir. Il faut pouvoir le faire, pourtant, pour pouvoir contenir l'émotion et la transmettre après à l'école avec l'idée, et c'est parfois ça le problème, que l'école va pouvoir réagir. Donc je vais transmettre l'émotion dans son intensité. Si tu me dis tu es triste parce qu'on se moque de toi, personne n'aura à dire que c'est de l'humour. Personne n'aura à dire, par exemple, que votre enfant il est hypersensible. Ne laissez jamais quelqu'un traiter votre enfant ou vous-même même d'hypersensible. C'est une maladie qui n'en est pas une. C'est même pas une maladie, c'est pas une faille, c'est juste une sensibilité intelligente qui vous rend sensible aux émotions que provoque le monde. Le monde provoque plus d'émotions qu'il n'en a jamais procuré. Hein. Pour le moment, le seuil émotionnel est important, les styles de stimulation. Et donc, c'est normal que les gens soient sensibilisés aux difficultés. Si vous avez un adolescent anxieux, ce n'est pas un malade, c'est juste quelqu'un qui est assez intelligent pour repérer les espaces sur lesquels il faut se poser des questions actuellement dans le fonctionnement de nos sociétés. Mais vous aurez beaucoup de mécanismes qui vont contredire ou contrarier les émotions. C'est pour ça qu'il faut accepter de ne jamais chercher à contrarier une émotion, ni dans sa légitimité, ni dans son intensité.
Ça va permettre de faire fonctionner le premier guichet. Une émotion se dit, ne se contredit pas. L'espace de parole régulé, on met les élèves en cercle, ils choisissent les émoticônes qui correspondent à leur état émotionnel et l'enseignant ou l'éducateur garantit que personne ne pourra contester l'émotion de celui qui parle. Deuxième règle, pour le deuxième guichet, faire fonctionner le deuxième guichet qui vous demande pourquoi tu vis une émotion, pourquoi tu es triste, pourquoi tu es en colère, pourquoi tu as peur, et qui va vous laisser parler sans vous interrompre. Là aussi, ce n'est pas naturel. Quand vous avez quelqu'un qui exprime le contenu de son émotion, si c'est quelqu'un qui est proche, on est tous formatés pour réagir physiquement aux émotions qui sont provoquées par l'émotion de celui qui nous est proche. Si votre enfant dit qu'il est triste, et la contagion émotionnelle, elle ne va pas se manifester quand il va dire qu'il est triste, mais quand il va dire pourquoi il est triste. Parce qu'il va le faire avec une voix triste, éventuellement en ayant les larmes aux yeux, parfois en pleurant, et vous allez être entraîné dans le flux émotionnel. C'est pour ça, effectivement, que on est formaté pour les prendre dans nos bras, nos proches. Et en les prenant dans nos bras, on les empêche de parler. Simplement, ça nous permet de ne pas être emporté dans le flux émotionnel. Et si vous voulez voir comment ça fonctionne, vous tapez Keaton. C'est un petit garçon américain. Sa maman a eu une fulgurance, elle l'a pris au portable, elle l'a filmé, au moment où il racontait ce qu'il est en train de vivre à l'école. Et elle ne pose que des questions de relance. Raconte. Vous allez voir, c'est un très très bel exercice pour vos neurones miroirs. Ça dure 6 à 7 minutes. Vous allez voir qu'après 3 minutes, vous allez attraper les larmes aux yeux. C'est inévitable. Vos neurones miroirs vont vous amener à compatir. C'est ce qu'on appelle la compassion. Vous allez compatir et vous allez effectivement avoir les larmes aux yeux. Et vous allez voir, le résultat, c'est des centaines de milliers, on frôle le million de réactions, avec au milieu de toutes ces réactions de compassion, des réactions d'agression vis-à-vis de la maman. Comme toujours sur les réseaux sociaux, comment une mère peut-elle laisser parler son enfant sans le consoler, au point que la maman a dû faire un petit clip pour expliquer qu'évidemment elle avait envie de prendre son enfant dans ses bras, mais que la seule façon de permettre à son enfant de sensibiliser les gens, c'était de se forcer. Et il faut parfois le faire, parfois se forcer à dire raconte comment tu vis les choses. Si le parent ne sait pas le faire, pas grave du tout, ça serve les professionnels et ça serve aussi les espaces de parole régulés. Dans l'espace de parole régulé, la deuxième règle, c'est l'adulte, exclusivement lui, qui donne et qui reprend la parole. Donc imaginez, vous êtes triste, je vous donne un bâton de parole et je vous dis, dites-nous pourquoi vous êtes triste, et personne ne pourra prendre la parole à part vous, puisque c'est moi qui peux prendre et donner la parole. Et donc vous allez produire de la contagion émotionnelle. Ça va être un peu compliqué ici parce qu'on n'est pas en cercle, mais imaginez qu'on est en cercle, vous allez créer très très vite de la contagion émotionnelle. Et c'est pour ça que c'est important pour activer le troisième guichet, qui ne vous demande pas pourquoi tu ressens une émotion, mais pourquoi. Parce qu'une émotion, pas un état d'âme, c'est pour ça que c'est important de rester aux émotions. Quand vous discutez avec votre enfant, s'il vous parle d'un état d'âme, vous allez discuter de cortex à cortex. S'il vous parle d'un sentiment, vous allez réfléchir à la façon dont vous allez pouvoir le prendre en charge. Une émotion, il faut rester à l'émotion. Ayez ces émoticônes, c'est super important pour rester à l'émotion, parce que c'est ça qui provoque la réaction. Si vous voulez entraîner votre enfant à parler à un espace de parole, c'est pour ça que dans les écoles bien équipés, on donne les émoticônes aux parents en disant voilà, si votre enfant est en difficulté, entraînez-le à parler pour qu'il puisse parler dans le groupe avec quelque chose qu'il aura déjà expérimenté. Je suis triste parce que... Et puis il va expliquer sa tristesse. Il va provoquer cette forme de compassion et le troisième guichet va s'activer si on respecte la troisième et la quatrième règle. La troisième règle suppose qu'on ne nomme pas, on n'accuse pas, on ne désigne pas, on ne cherche pas le coupable. Le but n'est pas de faire un procès. Le but, c'est de changer ce qui se passe dans la classe, de changer une situation. D'ailleurs, c'est ce que l'enfant harcelé attend. Il n'attend pas à agresser le harceleur. C'est pour ça qu'il y a des pistes qui ont été très très mal réalisées ici en France. Quand on vous dit, par exemple, effet de manche, politique uniquement, il faut le dire très clairement, on peut virer le harceleur et on laisse le harceler maintenant. Ça ne correspond pas à ce qui se passe dans des situations de harcèlement où le harceleur est souvent quelqu'un de très populaire. Vous le virez, vous laissez le harceler. Je vous assure que pour lui, c'est très compliqué à vivre, parce que les autres vont lui dire
Lui, on l'aimait bien, à cause de toi, il n'est plus là. Et on va devoir se farcir ta gueule jusqu'à la fin de l'année. Et donc, vous avez effectivement des décisions qui semblent cohérentes de l'extérieur, mais qui en réalité ne sont pas du tout des vraies réponses aux problèmes du harcèlement, qui sont par contre des réponses à l'idée d'une sanction par rapport à des infractions à la loi. Et ça, on va en parler juste après, parce que là, il faut un autre outil. Lorsque vous avez des enfants qui en frappent d'autres, qui donnent rendez-vous sur Internet pour qu'on aille frapper quelqu'un, là, faites pas des espaces de parole régulés, parce qu'on est dans quelque chose qui sont des infractions à la loi. Et il faut apprendre très tôt dans le développement des enfants à faire société. Mais pour activer ce troisième guichet, il faut non seulement on nomme pas, on n'accuse pas, on ne désigne pas, mais surtout, il faut que l'adulte respecte la quatrième règle. C'est plus difficile à faire respecter parce qu'elle dépend de l'enseignant lui-même. C'est-à-dire qu'elle lui impose de ne chercher lui-même aucune solution, mais de s'appuyer uniquement sur les ressources du groupe. C'est-à-dire, on dit aux autres, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle soit moins triste? Et là, vous allez voir systématiquement, c'est pas magique, ça s'explique par des mécanismes tout à fait naturels, comme l'empathie a circulé. Là aussi, petit effet de manche, on n'enseigne pas l'empathie. Même les Danois, ça les fait rire quand ils entendent ça. Il n'y a plus de harcèlement parce qu'au Danemark, le Danemark a encore du harcèlement, parce que des cours d'empathie, c'est enseigner l'empathie en théorie. Il faut la mettre en pratique pour créer de la compassion. Ça, c'est utile. Et donc, il faut effectivement avoir des techniques qui vont permettre de créer de la compassion. Quand on le fait de cette manière-là, on voit effectivement, alors à ce moment-là, des réactions qui sont manifestées dans le groupe, pas toujours par le harceleur et sa petite clique, mais par les autres de la classe, qui font qu'à un moment donné, la dynamique le climat de classe, c'est pour ça qu'on parle d'outils de gestion du climat de classe, va changer. Quand on met ce type d'outils en place en tout début d'année, on évite toutes les prises d'émotions. Donc il n'y a pas de harcèlement parce qu'il n'y a pas possibilité pour les dominants d'utiliser des agressions émotionnelles pour installer leur pouvoir. À partir du moment où on est en haute saison, on utilise essentiellement les espaces de parole régulés quand un problème se manifeste. Un parent vient, l'enfant dit « ça ne va pas », le parent va dire « ça ne va pas, mon enfant est triste, il est en difficulté ». On va mettre en place un espace de parole, c'est-à-dire un espace où il peut parler parce qu'il sera protégé dans sa prise de parole. Si on se contente de faire un espace de parole, méfiez-vous parce que l'enfant va se méfier. Il sait très bien ce qu'il risque s'il met une opinion, je vais dire, en débat. Forcément, les dominants vont reprendre le pouvoir et il risque très très vite, lui, d'être mis en difficulté parce qu'il va devoir débattre et il n'a pas la force pour le faire. C'est pour ça que les enfants se taisent dans des espaces tant qu'ils ne sont pas régulés. Quand ils sont régulés, ça fonctionne bien et on a effectivement, dans ces cas-là, un climat de classe qui peut être très très vite restauré. Alors, ça, c'est lorsqu'il y a une secousse émotionnelle. Lorsqu'il y a une agression physique, lorsqu'il y a de l'homophobie, une agression, des insultes sexistes, racistes, homophobes, elles sont interdites, tant en Belgique qu'en France. Lorsque vous avez un usage asocial des réseaux sociaux, par exemple des images qui ont circulé à votre propos, qui sont des images dégradantes, il faut absolument que l'école puisse émettre des sanctions. Quand je vois par certaines situations qui ont complètement dévissé, j'étais récemment à BFM pour l'histoire de la petite Samira, là, etc., dans lequel on a un débat qui est absolument épouvantable, c'est-à-dire vous avez des positions clivantes, qui a mal fait son boulot, l'école, la justice, etc. Et puis finalement, on arrive à... Non, il fallait agir beaucoup plus tôt. On constate, situation que j'ai appris à connaître de manière beaucoup plus précise, on constate effectivement qu'on a une escalade de faits. C'est ce qui est en train d'arriver d'ailleurs. Il n'y a pas une méchante et une gentille. Il y a une escalade de faits avec une absence complète de réaction. Un usage asocial des réseaux sociaux qui était devenu systématique. Quand on envoie la photo de quelqu'un sur un site dans lequel son visage va être transformé en cochon, on sait très bien que sur le plan communautaire, sur le plan idéologique, c'est tout à fait dégradant et vécu comme terriblement dégradant. Donc vous avez des choses qui se sont mises en place dans une forme d'indifférence, c'est-à-dire dans l'entre-soi. C'est une affaire d'adolescents, on les laisse, on n'agit pas dessus. Évidemment que c'est catastrophique. On doit pouvoir dire, dès qu'il y a usage social des réseaux sociaux, on agit. On doit pouvoir réagir, alors c'est l'exemple qu'on a pris cet après-midi par exemple, si vous avez un enfant qui en frappe un autre, parce que son père lui a dit, tu as harcelé depuis le début de l'année, l'école ne bouge pas, maintenant tu cognes. Tu te défends, tu ne te laisses plus faire. Et le gamin, il cogne, il obéit à papa,
Et puis il est sanctionné parce que les directeurs étaient unanimes cet après-midi pour dire on ne peut pas cogner. Vous imaginez l'état du papa, hein. Si le gamin revient, il dit ben, j'ai été écouté, maintenant non seulement le harcèlement ça continue, mais en plus je suis sanctionné, ça fait ricaner les autres. Évidemment qu'il faut des dispositifs qui vont permettre de réagir pour dire frapper c'est interdit, mais on va gérer. Alors, gérer le harcèlement, c'est ce qu'on appelle les conseils d'éducation disciplinaire, marche très très bien depuis qu'on les a mis en place. On a l'impression que dans les écoles, on est plus en mesure de faire société. Et surtout, on n'impose plus aux écoles de faire des enquêtes comme si c'était des services juridiques ou judiciaires. Ils ne sont pas équipés pour ça. Et les directeurs d'école, je peux vous assurer qu'ils n'en peuvent plus de devenir des shérifs, obligés de maintenir la loi à gauche, à droite, avec les parents sur le dos, avec le gouvernement sur le dos, avec les enseignants sur le dos. Ils sont pris entre plein de feux et ils font des enquêtes et ils ne sont pas équipés pour, parce qu'ils ne sont pas juges d'instruction, parce qu'ils ne sont pas juges d'application des peines, parce qu'ils ne sont pas enquêteurs et qu'ils ne savent pas enquêter à charge et à décharge. Donc ça ne fonctionne pas. Il faut faire une structure pédagogique qui fonctionne de cette manière-là. Quand un enfant a possiblement émis une infraction par rapport, ou une transgression par rapport à une loi, on lui dit tu vas t'expliquer. Tu vas t'expliquer non pas à une institution, mais à quelqu'un que tu as choisi dans l'école, quelqu'un en qui tu as confiance, parce qu'on a besoin d'avoir l'explication de ton comportement. Alors, on va imaginer, je vous ai frappé parce que vous me harcelez depuis le début de l'année, et on me dit, ben voilà, va chercher un porte-voix. Je vais vous utiliser comme porte-voix, je vais vous expliquer que mon papa, il m'a obligé à frapper parce qu'il me dit, tu ne peux plus te laisser faire comme ça, et je suis harcelé depuis le début de l'année. Vous allez venir avec moi au conseil, qui est composé de la direction, un représentant des enseignants de maternelle, un représentant de primaire pour le fondamental, enfin pour le primaire, un représentant des éducateurs, un représentant des enseignants pour le collège et le lycée. Vous venez avec moi et vous expliquez ce que je vous ai dit. Vous n'êtes pas mon avocat, hein, vous ne me défendez pas, vous expliquez. Et le conseil prend toujours une sanction, mais une sanction probatoire. Frapper, tu ne peux pas. Et si tu refrappes dans un délai de 3 mois, 6 mois, ou peut-être le délai que vous voulez, voilà la sanction et on va déjà prononcer la sanction maintenant. Et on envoie un courrier aux parents. Votre fils s'est rendu coupable d'une agression physique vis-à-vis d'un tel. Nous ne pouvons pas accepter ce type de comportement. Ça, le papa, il doit entendre qu'il y a une loi qui interdit de frapper. Mais ce qui est important, c'est ce qui va suivre. Nous sommes convaincus qu'il ne recommencera pas parce que nous avons agi sur les motifs de son comportement. Là même, le papa, il va dire stop, hein, arrête. Maintenant, ils sont en train d'agir. Le rappel qu'il y a une sanction, c'est-à-dire un coup d'arrêt du système parce qu'il y a une infraction à la loi. Et cette sanction, on l'explique aux parents. Sur une agression numérique, forcément, on va imaginer, vous avez agressé votre collègue sur les réseaux sociaux. Et puis, certains sont plaints, soit elle-même s'est plainte, soit les parents sont plaints, et l'école reçoit effectivement un avis comme quoi vous avez commis une agression, vous avez peut-être commis une agression numérique. Je vais vous demander de chercher un porte-voix. Comme vous êtes très forte en numérique, et nos enfants, surtout s'ils appartiennent à la génération de verre, sont plus forts, non pas en numérique, mais sur les réseaux sociaux et leur fonctionnement que nous. Et ils savent tous qu'il suffit d'un clic et ils éteignent toutes les preuves sur leur ordinateur, mais aussi sur les autres. Hein. Et donc, vous allez dire, j'ai rien fait. Et au porte-voix, vous allez dire, vous n'avez rien prouvé. Il faut que l'école admette qu'elle ne saura rien prouver. Et elle le dit. On ne sait pas. On ne sait pas si tu as fait. On te dit juste, si tu as fait, tu ne refais pas. Si tu n'as pas fait, tu ne fais pas. Et on met un délai probatoire. Mais on te prévient, à partir d'aujourd'hui, on va faire des copies d'écran à la moindre agression numérique de ta part. Et voilà la sanction à laquelle tu t'exposes si dans le délai qu'on a prévu, tu utilises encore les réseaux de manière asociale en partageant des contenus, en likant, etc. Donc on peut contrôler le comportement. C'est important de le faire. Alors on a en Fédération Wallonie-Bruxelles, on vient de finaliser une application et donc qui va permettre simplement, alors ça fonctionne de cette manière-là, sur quel que soit l'écran que vous utilisez, quel que soit l'outil que vous utilisez, ça peut être un iPhone, ça peut être un Samsung, ça peut être n'importe quel réseau, vous avez un petit bouton rouge sur le coin de votre écran qui va se mettre en place. Vous vivez une agression numérique, vous appuyez dessus. Aussitôt, il y a un tutoriel qui se met en mouvement et qui active des copies d'écran. Les écrans sont stockés. Vous avez un deuxième petit bouton qui apparaît. Si tu estimes que tu es cyberagressé ou si tu vis d'autres agressions, appuie sur ce deuxième bouton et là, tout le dossier est envoyé à l'école. Et vous recevez instantanément un message pour dire « Ne t'inquiète pas, on va gérer la situation
parce qu'on va mettre en place des choses pour que cette forme d'agression s'arrête et n'ait pas de conséquences pour toi. Ça fonctionne super bien, ça permet déjà, dès que vous mettez en place cette application, vous avez ce rôle de contrôle, je vais dire, qui est opéré par la machine elle-même, et vous avez simplement une protection. Alors le rôle des parents, c'est pas de diaboliser les réseaux sociaux. Surtout, ne diabolisez pas les réseaux sociaux, surtout si votre enfant fait partie de cette fameuse génération de verre. Ils vont y aller de plus en plus tôt et de plus en plus fréquemment. Si vous avez diabolisé les réseaux sociaux, c'est-à-dire que si vous dites « mais t'es trop jeune, attends », vous allez créer les conditions du silence. Parce que s'il leur arrive quelque chose, ils ne vous en parleront pas. Il vaut beaucoup mieux leur dire « c'est très bien les réseaux sociaux, on peut faire des tas de trucs chouettes dessus, mais il peut t'arriver aussi des bricoles. Si tu nous promets, s'il t'arrive quelque chose, effectivement, de nous en parler. Par exemple, de déclencher le cyberhelp. Et là, il faut une attitude du parent qui est une attitude parfois un peu compliquée à avoir. Un parent d'enfant, d'adolescent surtout, c'est toujours une posture d'équilibriste. Il faut toujours être attentif à avoir une posture suffisamment équilibrée, par exemple, pour dire « je suis intéressé par ce que tu vis ». Mais je ne veux pas être intrusif. Et intéressé, par exemple, j'en parle souvent parce que c'est la meilleure stratégie de prévention, ayez une présence virtuelle sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur Facebook et Messenger, ça n'a aucun effet sur vos enfants. Ils ne vont pas dessus, c'est pour les vieux, c'est pour nous. Nous, on va sur Facebook, mais eux, ils ne vont plus dessus, c'est fini. Ils vont dans des tas d'autres réseaux. Et ayez une présence virtuelle sur ces autres réseaux, c'est-à-dire allez voyager. Et pas du tout parce que vous voulez le contrôler, mais parce que vous vous intéressez à lui, vous vous intéressez au monde des adolescents. La présence virtuelle assure un contrôle normatif. Si votre enfant sait que vous êtes susceptible d'aller sur ce type de réseau, il va être attentif au contenu qu'il y véhicule. C'est ce qu'on pose toujours comme question à un enfant, à un adolescent avant qu'il pose des contenus sur les réseaux sociaux. Est-ce que ta grand-mère, ton grand-père pourrait voir ça? Est-ce que tes parents pourraient voir ça? S'il répond oui à ces deux questions, il peut envoyer son contenu sans problème. S'il sait que vous êtes sur ces réseaux sociaux, c'est beaucoup plus efficace que ce qu'on appelle maintenant l'illusion de contrôle parental. Quand vous avez des parents qui utilisent le contrôle parental, 8 minutes en moyenne pour un enfant de 12 ans pour déjouer le contrôle parental. Donc c'est l'illusion de contrôle, ça ne fonctionne pas. Je me souviens, j'avais dans mon bureau un enfant qui était avec son papa, et son papa dit « de toute façon, je ne me fais pas de soucis, moi, contrôle parental ». Je vous assure qu'avec le sourire qu'il a échangé avec moi, son gamin, on avait tous les deux compris que le papa, il pouvait toujours se bercer d'illusions parce qu'il faut un coup de fil à un copain, il sait comment on fait. C'est vraiment... Par contre, la présence virtuelle, ça marche pas mal. Et l'autre élément, c'est tu en parles parce qu'on sait comment réagir. Et ma posture d'équilibriste m'amène à être intéressé sans être intrusif. Je ne vais jamais exiger de voir les contenus. Si vous avez une jeune fille, un jeune garçon qui a divulgué de l'intime, et il faut bien savoir que ça fait partie maintenant de la fonction parentale de faire en sorte que dans l'éducation, on fasse la part des choses entre l'intimité et l'intime. L'intimité, c'est votre vie sociale, mais qui est susceptible d'être rendue publique s'il y a une pression de la société. Si je veux voir les façades de vos maisons, il suffit que je demande à l'organisateur vos noms, je verrai les façades de vos maisons, pourtant c'est votre vie privée. Mais ça fait partie de votre intimité susceptible d'être rendue, ce qu'on appelle extime. Par contre, l'intime, c'est ce qui n'appartient qu'à vous et qui n'a rien à faire, quelles que soient les exigences sociales, sur un espace public. Votre corps, les parties de votre corps que vous ne souhaitez pas montrer, vos fantasmes, qu'ils soient sexuels ou autres, n'ont rien à faire sur des réseaux sociaux. Et il faut vraiment faire cette distinction entre l'intime et l'intimité. Ça fait partie maintenant de l'arsenal éducatif d'un enfant. Il faut pouvoir leur expliquer. Ça, non, ça on ne met pas sur des réseaux sociaux, ça n'appartient qu'à toi. Mais évidemment, il faut, lorsque vous montrez la piscine et vos jambes, ce n'est pas nécessairement un très bon plan pour pouvoir initier nos enfants à une certaine réserve par rapport à ce qu'ils exhibent d'eux, parce qu'on est dans ce mécanisme. Vos jambes ne sont pas un problème, mais faites l'exercice, faites ce qu'on appelle un Dédipix. Je ne sais pas si vous connaissez. Un Dédipix, c'est une partie de votre corps sur les réseaux sociaux. Mettez votre bras. Je vous promets que vous aurez très peu de likes. Tout le monde s'en fout de votre bras. Montrez un morceau de votre poitrine, vous allez voir, hop, ça monte. Évidemment que quand on utilise ça comme outil de prestige social, je vais montrer un plus gros morceau de ma poitrine. Et puis, on va aller dans des parts intimes.
Là aussi, il faut qu'un parent accepte d'éviter de traiter son enfant de décérébré s'il a publié des contenus. Parce que c'est de l'imprudence numérique qui n'est pas caractéristique des jeunes, qui existe chez tous, et qui est parfois liée, par exemple, à l'état amoureux, qui est quand même le plus beau moment pathologique d'un être humain normal. Hein. Mais dans l'état amoureux, on fait tous des âneries. Ça ne fait pas de nous des décérébrés. Relisez les liaisons dangereuses de Laclos. Ce sont des adultes très haut placés dans la société qui s'écrivent des courriers amoureux terriblement compromettants. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est le même mécanisme qu'on a lorsque, sur un espace intime, avec, vous échangez des images très personnelles et que la personne, pas nécessairement, et c'est pour ça qu'il faut utiliser, ne jamais utiliser ce mot qu'on appelle le revenge porn, ça n'a rien à voir, c'est un mot qui vient du cinéma hollywoodien avec les scandales qu'il y avait chez les vedettes qui couchaient effectivement elles les uns avec les autres, avec des situations revanchardes. Ici, on n'est pas du tout là-dedans. Les adolescents, si vous utilisez le mot revenge porn, vous dites c'est pas pornographique. C'est ma vie intime, mais elle n'est pas pornographique. Et ça ne se fait pas nécessairement dans un cadre revanchard. C'est parfois un cadre ludique ou un cadre dans lequel celui qui a reçu les photos l'exhibe comme un trophée. Cette fille-là, elle m'a envoyé des photos d'elle sans vêtements. Hop, je l'exhibe pour montrer que j'ai pu les obtenir. Et vous avez cette mécanique qui est liée à des imprudences numériques que l'on fait dans des petits espaces privés qui deviennent en un clic des espaces publics. C'est fulgurant. Évidemment qu'il faut éviter de le reprocher à son enfant. Tu as commis une imprudence numérique, j'espère que ça va te servir de leçon parce que tu vas apprendre de ce que tu viens de faire, mais surtout pas le reprocher et surtout pas exiger de voir les contenus. Dans le CyberHelp, par exemple, on explique toujours aux adolescents, les contenus, si tu appuies sur le système d'alerte, ne seront pas diffusés auprès de tes parents. Parce que quand vous avez des images intimes de vous, la dernière chose que vous voulez, c'est qu'un jour vos parents le voient. Et même des images de moquerie, des images dégradantes, je veux préserver papa et maman de ça. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette espèce de posture. Effectivement, on est présent, mais on ne veut pas être intrusif. Si tu veux nous les montrer, on les montre. Si tu ne veux pas nous les montrer, ce n'est pas grave. On les communique directement à l'école ou au service de police, parce qu'il y a toujours une possibilité d'une double réponse, une réponse pédagogique et une réponse juridique et judiciaire. Et les écoles, d'ailleurs, dans le CyberHelp, savent qu'ils doivent proposer aux parents la triple réponse possible, soit la réponse de l'école, soit la réponse judiciaire. Dans ce cas-là, on envoie le dossier à la police sans passer par les parents. Et ils sont déposés à la police suite à la plainte des parents, soit la double réponse, réponse pédagogique qui a un effet de contrôle immédiat, et la réponse judiciaire qui doit nécessairement prendre du temps pour s'installer. Alors voilà, ça, ce sont les outils qu'on a diffusés dans les écoles cet après-midi notamment. Hein. Donc le principe, c'est de faire en sorte que les parents connaissent ces outils et sachent les activer. C'est-à-dire n'est que deux façons de transmettre les difficultés de leur enfant. Une souffrance affective émotionnelle exprimée en termes d'émotion ou une transgression par rapport à une loi clairement identifiée dans laquelle vous demandez de manière tout à fait légitime que votre enfant soit protégé par rapport à des transgressions légales. Il n'est pas du tout admissible qu'un enfant puisse s'imaginer qu'à l'école, il pourrait être frappé. Voilà, je vous propose de laisser les minutes qui restent pour les éventuelles questions que vous auriez. Merci en tout cas pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez un micro, peut-être pas. Hein, pour... Allez-y. Allez-y. Alors, pour les identifier, certainement pas. Effectivement, et c'est un vrai souci, et même pour les réduire à des situations de souffrance émotionnelle. Et c'est pour ça que je préfère parler de cette manière-là. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir des outils qui permettent de repérer les situations de souffrance émotionnelle, pas pour les voir, mais pour permettre de les entendre. Quand vous mettez des espaces de parole régulés, vous n'avez plus besoin de voir les choses, parce que les enfants vont oser révéler dans les espaces qui sont mis à leur disposition. Parce que les enfants qui veulent venir en aide à ceux qui sont en difficulté, ils vont oser le faire parce qu'il y a un espace pour le faire. La grosse difficulté, c'est quand vous n'avez pas d'espace pour le faire, quand vous devez voler ces espaces ou que vous devez aller de votre propre initiative venir en aide à celui qui est en difficulté, avec la crainte tout à fait légitime que de devenir vous-même la victime si vous venez en aide à celui qui vient d'être agressé ou qui subit les agressions. On ne peut pas demander à des enfants de se transformer en héros, ça n'a aucun sens. Mais il faut mettre en place des espaces où ils peuvent réagir parce qu'on le voit, et ça, il faut absolument que les parents s'en rendent compte.
Tout le monde y gagne lorsque vous stimulez l'intelligence émotionnelle. Le harceleur, si vous avez un enfant harceleur, inquiétez-vous plus si c'est un harceleur non empathique, c'est-à-dire un dominant non empathique, c'est-à-dire quelqu'un qui prend le pouvoir et qui se fout des émotions qu'il provoque. Imaginez un enfant c'est facile de réagir. Votre enfant revient et dit « Oh, t'aurais vu un tel, comme on s'est foutu de lui, qu'est-ce qu'on s'est marré ?» Ayez toujours le réflexe de dire « Est-ce que tu t'es mis un peu dans la place de celui qui était en difficulté ?» Plutôt qu'être rassuré parce que c'est un dominant, il est comme ça. Non, la posture et toutes les recherches le montrent. Si vous avez affaire à un dominant non empathique, c'est pour lui que l'avenir est le plus sombre. Plus sombre que pour le harceler, parce que sa vie de couple, il ne saura pas la construire. On a besoin d'avoir l'intelligence émotionnelle en éveil. Or, le cerveau, si vous voulez, par exemple, si vous êtes un grand amateur de sarcasme, que vous cassez les autres, vous avez besoin pour le faire, la personne dont on parlait tout à l'heure, je ne voudrais pas avoir ces neurones miroirs. L'état dans lequel ils doivent être, ça doit être déplorable parce que pour pouvoir s'autoriser des vannes comme celle-là, il doit les neutraliser en permanence. Il est très probable qu'il les a complètement congelés maintenant. Parce que forcément, c'est son métier de casser, de multiplier les agressions, etc., sans le moindre frein. Et donc, c'est très, très délétère parce que pour construire votre vie de couple ou votre vie professionnelle, c'est effectivement, vous avez besoin de ces neurones-là, ils sont devenus essentiels dans le développement. Et donc, si vous avez un enfant qui est un dominant non empathique, inquiétez-vous plus. Si vous avez un enfant qui est dominant empathique, c'est très bien, c'est le leader. C'est la différence entre le petit chef et le leader. On les repère dans le foot très bien. Vous avez des capitaines, et notamment l'équipe de France, vous avez eu le contraste. Vous avez un capitaine qui, à ce niveau-là, était le leader empathique absolu, c'est Zinedine Zidane. Écoutez, tous ses équipiers, ils vous diront tous, il était extraordinairement attentif aux émotions des uns et des autres, ce qui fait qu'on aurait été au feu pour lui. Et il y a tout un travail qu'on fait actuellement dans la périphérie de Marseille, on travaille sur le leadership de Zidane pour montrer effectivement en quoi l'empathie peut être utile pour installer quelqu'un. Et on montre notamment une vidéo dans laquelle il inaugure un centre pour enfants atteints de maladies orphelines. Et après 3 phrases, il se met à pleurer. Regardez cette image-là, vous allez voir à quel point il est empathique. Des petits chefs qui se foutent pas mal des autres, qui jouent juste leur match pour eux-mêmes et qui sont juste contents d'avoir le brassard. Vous en avez d'autres exemples, on ne va pas les citer ici, mais on peut tous les deviner. Ça, c'est effectivement pas le modèle qui doit prévaloir. C'est valable aussi pour les espaces de parole régulés, pour ces enfants qui souffrent très fort de ne pas être intervenus. Et moi, je les ai vus dans les situations de passage à l'acte suicidaire. Ce sont ceux qui s'effondrent le plus vite. Si vous voulez, quand vous avez un passage à l'acte suicidaire, les agresseurs les plus directs, ils ont gelé leurs neurones miroirs. Et donc, ils vous sortent des horreurs. Quand vous leur posez la question de savoir comment tu vis les choses depuis que la personne a mis fin à ses jours, ils vous sortent des horreurs du style « elle a bien fait de se foutre en l'air, c'était une conne ». C'est normal, ils ont gelé leurs neurones miroirs. J'avais dans mon bureau une maman qui me disait « la classe est venue, sa fille s'était pendue et la classe était venue rendre un dernier hommage à sa fille à la morgue. Et elle dit « j'ai vu les agresseurs qui ont rigolé en montrant les traces de cordes ». Alors, c'est choquant, évidemment, mais ce n'est pas des monstres, c'est juste des personnes qui ont gelé leurs neurones miroirs. On s'en remet très, très mal. Et leur seule façon de tenir debout, juste après le traumatisme, c'est de faire comme s'il n'y avait rien. Après, ils vont s'effondrer. Ou s'ils ne s'effondrent pas, d'ailleurs, c'est encore plus préjudiciable parce que c'est leur vie qui va s'effondrer. Mais ceux qui s'effondrent dès le premier entretien, parce qu'ils n'ont pas gelé leurs neurones miroirs, c'est ceux qui ont liké, qui ont regardé, qui n'ont rien fait, qui ont mis un petit commentaire en plus. Ceux-là, ils pleurent tout de suite. On est des salauds, on a laissé faire, on ne l'a pas aidé, etc. Et ceux-là ont besoin aussi des espaces de parole régulés pour pouvoir intervenir. Vous n'imaginez pas le nombre d'enfants. Je suggère toujours aux personnes qui s'intéressent au phénomène de harcèlement d'aller voir un film qui s'appelle « Un monde » de Laura Vandel. C'est un film qui a eu une palme à Cannes, qui montre une cour de récréation vue à hauteur d'enfant. Alors, ce film, il a pour moi une histoire un peu particulière parce que Laura Vandel, moi je l'ai rencontrée il y a 9 ans. Et comme je suis très timide, je parle beaucoup. Donc je l'avais rencontrée à un petit patelin qui s'appelle Louvain-la-Neuve. Et pendant 1 heure, je l'ai saoulée. Mais je ne l'ai pas laissé parler. Et après, elle retournait sur Bruxelles, moi aussi. Je dis, je vais vous raccompagner. Et pendant 20 minutes encore, je l'ai saoulée. Je suis rentré chez moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu à cette pauvre dame ? Je ne sais même pas ce qu'elle voulait finalement.
Et c'est 9 ans après que je me suis rendu compte que l'intelligence, elle n'est pas chez ceux qui parlent, elle est chez ceux qui écoutent. Elle avait tout magnifiquement écouté. Elle m'a fait un film magnifique sur ce qu'est une cour de récréation par une petite fille qui voit son frère harcelé. Elle-même n'est pas harcelée, qui voit son frère harcelé et puis qui, effectivement, craint d'être harcelée. Elle ne va jamais l'être vraiment totalement, mais elle va être terrorisée à l'idée de l'être et ça va lui pourrir la vie et elle va s'effondrer complètement, cette petite fille. Alors, c'est un film magnifique parce qu'il n'est pas, c'est pas un brûlot contre l'école, c'est pas c'est l'école nulle, etc., etc. Non, l'école est très bienveillante, mais pas outillée. Et le moment clé où cette petite fille sombre dans ce qu'on appelle la désespérance, c'est quand l'enseignante qu'elle aime le mieux, qui est super gentille, super bienveillante, lui dit, tu sais, on aimerait bien aider les gens qu'on aime, mais parfois on ne sait pas comment faire et on a peur de faire pire que mieux. Et là, elle s'effondre complètement. Parce que si même les gens bienveillants ne savent pas comment faire pour nous aider, alors c'est complètement désespérant. Et les enfants n'ont pas besoin de gens bienveillants autour d'eux, ils ont besoin de gens outillés dans ces cas-là. Je le disais encore cet après-midi, si je vous propose 2 chirurgiens pour une opération que vous avez à subir ce soir, le premier, super sympa, super bienveillant, bourré d'empathie, mais vous serez sa première opération. Et il va sans doute utiliser son mode d'emploi parce qu'il ne connaît pas le matériel qui est à sa disposition. Mais il est sympa. Hein. Et j'en ai un autre, bourru, mauvais comme une teigne, aucune sensibilité. Mais ça fait 25 ans qu'il fait cette opération et il a un appareil dernier cri qu'il maîtrise parfaitement. Vous prenez lequel ? On a vu le deuxième, hein, pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Et ces enfants sont comme nous. Ils veulent des adultes outillés, pas juste bienveillants. Et donc il est important de dire... on va savoir agir parce qu'il y a des outils pour le faire. Ça fait 5 ans qu'on n'a plus la moindre tentative de suicide en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pas parce qu'on a fait des miracles, mais parce que plus personne n'est dans la désespérance. Tout le monde sait que les outils existent. On ne laisse plus dire une école, il n'y a pas d'outils. On est démunis. Non, il y a des outils, vous devez aller les chercher. Et les enfants, en cascade, perçoivent ça. Ils perçoivent des adultes qui se disent outillés. Et donc, un enfant qui a vite tendance à être désespéré, et quand un enfant vit des choses difficiles, il a l'impression que ça va durer tout le temps. Parce qu'il n'a pas la même notion du temps, d'ailleurs, que l'adulte. Et la désespérance, c'est un pas supplémentaire. C'est non seulement ça va durer tout le temps, mais même si j'en parle à des adultes, ils n'ont pas l'air de savoir quoi faire, ou pire. Ça, c'est un peu ce qui se passe pour le moment en France. Ils se bagarrent pour savoir si c'est du harcèlement, pas du harcèlement, etc. Et je les vois plus se battre pour essayer de faire un diagnostic. C'est pour ça que le diagnostic n'est pas important, mais la sensibilité aux émotions qui sont vécues par l'enfant et le relais vers des outils qui sont activés à l'école. Je crois que c'est ça qu'on doit pouvoir mettre en place dans les écoles. Ce n'est pas très compliqué à faire. Hein. C'est de la technique. Vous savez, il ne faut pas un arsenal compliqué. Parfois, j'ai l'impression qu'on complexifie les choses. Un arsenal, des formations, de diagnostics, etc. Et puis j'entends alors parfois des bêtises, hein, comme je vous disais tout à l'heure, avec les maux de ventre. Il n'y a pas de signaux avant-coureurs systématiques. Vous avez des enfants dont les résultats s'effondrent. Vous en avez donc qui, paradoxalement, attrapent des résultats scolaires hors normes, parce qu'ils se réfugient là-dedans. Si vous cherchez le moindre signal, puis vous n'allez quand même pas demander à des enseignants, des éducateurs, de voir ce que des parents ne voient pas. Puisque quand il y a une tentative de suicide, le parent, dans l'immense majorité des cas, n'a rien vu venir. On ne va pas mettre la pression sur les enseignants. Là aussi, hein, le problème que vous avez avec des effets d'annonce en France qui ont été vraiment multiples, les micro-signaux ou les signaux faibles. Mais comment peut-on dire des bêtises comme ça ? Il y a des signaux où il y a l'absence de signaux, mais il y a surtout, si vous avez des signaux faibles, faites en sorte que l'enfant lui-même dise les choses. Et là, vous n'aurez pas besoin de signaux faibles. Mais on crée effectivement beaucoup de tensions dans les écoles. Ça, ce n'est pas non plus une bonne chose, parce qu'on dit aux enseignants, vous devez repérer des signaux faibles. Bon, j'avais dans mon bureau un enseignant en France qui me dit, j'ai sans doute pas fait mon boulot, j'ai rien vu. Et j'étais obligé de lui dire, mais normal que vous n'avez rien vu, les parents n'ont pas vu non plus. Et donc ces signaux faibles n'existaient pas. Et cet enseignant me dit, en plus, je suis le dernier enseignant à avoir vu cette jeune fille vivante. C'est dans le nord de la France, parce que j'étais pressé. Et donc ça a commencé dans une école. Hein. Mon collègue est arrivé, moi j'étais un peu pressé, je me suis dit, je vois bien qu'il y a des trucs qui ne vont pas, mais je lui en parlerai lundi. Et hop, elle s'est suicidée pendant le week-end. Pour l'enseignant, c'est terriblement difficile quand vous avez cette espèce de double pression qu'on met actuellement sur les écoles. C'est pour ça qu'il faut harmoniser le dialogue entre l'école et la famille.
pour que l'enfant ose dire des choses parce qu'il sait qu'il a affaire à des adultes qui savent comment réagir quand il aura parlé. C'est le triple moyen de confiance, hein, c'est celui-là qu'on doit maintenir chez l'enfant parce que c'est lui qui est détérioré par le harcèlement. Confiance en lui. C'est pour ça qu'il faut toujours lui dire aucune caractéristique en toi n'explique ou ne justifie le harcèlement. Et c'est vrai, la recherche le montre, il n'y a pas de caractéristiques d'enfant harcelé. Donc il ne faut pas qu'il y ait de perte de l'estime de soi en se disant si je suis harcelé, il y a sûrement des caractéristiques qui le justifient. Confiance dans les autres, parce qu'il faut savoir que quand vous êtes soumis à une agression de meute, la cruauté est sans limite. L'être humain a des limites individuelles par rapport à la cruauté, mais dès qu'il est en meute, il les perd. Et donc vous vous dites, mais jusqu'où ça va s'arrêter? Et vous avez une perte de confiance dans les autres. Et le troisième lien de confiance, le pire, perte de confiance dans les institutions. Si vous avez l'impression que l'école est démunie, que les institutions ne savent pas réagir, c'est pour ça que faire juste du no blame n'a pas de sens. Il faut aussi des sanctions, mais il faut mettre les choses dans l'ordre. Des sanctions par rapport à des transgressions par rapport à des lois et des espaces de parole pour construire le vivre ensemble. Et là, évidemment, on ne met pas de sanctions puisqu'on construit le vivre ensemble. Ce sont deux espaces qui sont complémentaires. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques. Voilà, merci pour votre attention alors et à bientôt.